Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on pense aux personnes qu'on connaît et fréquente régulièrement, il faut admettre qu'elles sont généralement agréables. Pour la plupart, elles semblent ravies d'être en notre compagnie. Elles sont relativement directes et confiantes, socialement responsables, capables de travailler en équipe, de prendre soin d'elles et de bien se comporter avec les autres. Mais il arrive de temps à autre avec ses amis, connaissances ou collègues qu'on entreaperçoive un comportement assez contradictoire avec celui qu'on voit généralement. Cela peut prendre plusieurs formes. De but en blanc, ces personnes nous adressent une critique, un commentaire méchant ou évaluent plutôt durement notre travail ou notre caractère. Est-ce vraiment ce qu'elles pensent ou tentent de cacher? Elles ne sont pas si gentilles que ça, momentanément. Ou alors nous entendons dire qu'elles maltraitent leur famille ou leur employé derrière les portes closes. Ou bien ces gens entament une relation improbable avec un homme ou une femme, et cela ne mène à rien de bon. Ou encore, ils parient tout leur argent sur un projet absurde et risqué. Sinon, ils font quelque chose d'inconsidéré qui met en péril leur carrière. Nous les surprenons en plein mensonge ou manipulation. Nous pouvons également voir ce genre d'agissement ou de comportement contraire à leur image chez les célébrités et les personnages publics qui doivent ensuite longuement s'excuser pour l'humeur étrange qui les a pris. Ce que nous apercevons dans ces moments-là, c'est la facette sombre de la personnalité. C'est ce que le psychologue suisse Carl Gustav Jung appelait l'ombre. L'ombre, ce sont tous les traits de caractère que les gens veulent nier et refouler en eux. Ce refoulement est si profond et si efficace que les gens ont généralement peu conscience de leur ombre. Elle opère inconsciemment. Selon Jung, nous dit Robert Greene, cette ombre aurait une certaine profondeur en fonction du niveau de refoulement et le nombre de traits de caractère qui sont masqués. Quand les gens nous révèlent leur côté obscur, nous pouvons voir quelque chose qui se produit sur leur visage. Leur voix et leur langage corporel sont modifiés. C'est comme si nous avions quelqu'un d'autre en face de nous, les traits de l'enfant contrarié devenant soudain visibles. Nous ressentons leur ombre qui s'active et émerge. L'ombre est enfouie profondément chez les êtres, mais elle s'active dans les moments de stress ou quand des blessures ou insécurités sont ravivées. L'ombre émerge plus fréquemment avec l'âge. Quand on est jeune, tout nous semble excitant, y compris les divers rôles sociaux que l'on doit jouer. Mais plus tard dans la vie, on se lasse du masque qu'on porte et l'ombre refait plus souvent surface. Puisque nous voyons rarement l'ombre des autres, ils nous sont un peu étrangers. C'est comme si nous ne voyions des gens qu'une image aplatie en deux dimensions, leur facette agréable et sociale. Connaître le contour de leur ombre les fait passer dans la troisième dimension. Cette capacité de voir une personne en 3D est une étape essentielle dans la connaissance de la nature humaine, nous dit Robert Greene. Fort de cette connaissance, nous pouvons anticiper le comportement des autres en temps de stress, comprendre leurs motifs cachés et éviter de nous laisser happer par leurs tendances autodestructrices. L'ombre se forme au plus jeune âge. Elle est issue de deux forces contradictoires que nous avons ressenties. Tout d'abord, nous sommes nés débordants d'énergie et d'intensité. Nous ne comprenions pas la différence entre un comportement acceptable et inacceptable. Nous n'avions que des réflexes naturels. Certaines de ces pulsions étaient agressives. Nous voulions monopoliser l'attention de nos parents et en recevoir davantage que nos frères et sœurs. Nous avons reconnu des moments emplis d'affection mais aussi d'aversion et de haine, même envers nos parents qui ne satisfaisaient pas notre besoin. Nous voulions nous sentir supérieurs d'une façon ou d'une autre, et être appréciés pour cela, par notre apparence, notre force ou notre intelligence. Nous pouvions être incroyablement égoïstes lorsque nous n'obtenions pas ce que nous voulions, allant jusqu'à devenir fourbes et manipulateurs pour l'obtenir. Nous pouvions même éprouver du plaisir à faire souffrir les autres ou fantasmer notre revanche. Nous connaissions et exprimions toute la gamme des émotions. Nous n'étions pas ces petits anges innocents que les adultes pensaient que nous étions. Parallèlement à cela, nous étions complètement vulnérables et dépendants de nos parents pour notre survie. Cette dépendance a duré de longues années. Nous observions nos parents avec un regard perçant, remarquant tout signe d'approbation ou de désapprobation sur leur visage. Ils nous réprimandaient pour notre trop plein d'énergie et auraient aimé que nous puissions rester tranquilles. Ils nous ont parfois trouvés trop obstinés et égoïstes. Ils avaient l'impression que les autres les jugeaient à cause du comportement de leurs enfants. Ils voulaient donc que nous soyons gentils, que nous fassions bonne impression devant les autres, que nous nous comportions comme des petits anges. Ils nous poussaient à coopérer et à jouer le jeu, même si parfois nous avions envie de nous comporter différemment. Ils nous ont encouragés à modérer nos besoins, à être davantage comme ils le souhaitaient dans leur vie stressante. Ils ont activement découragé nos crises et nos caprices. En grandissant, ces pressions nous poussant à montrer un certain visage sont devenues d'autres sources. Nos camarades de classe, nos professeurs, etc. C'était bien de montrer une certaine ambition, mais pas trop, au risque de paraître antisociaux. Nous pouvions respirer la confiance, mais avec modération, au risque de vouloir affirmer notre supériorité. Le besoin d'appartenance à un groupe est devenu notre principale motivation. Alors nous avons appris à tempérer et réfréner le côté sombre de notre personnalité. Nous avons intériorisé tous les idéaux de notre culture. Être gentil, avoir des valeurs prosociales. Tout cela est essentiel pour le bon fonctionnement de notre vie sociale. Mais dans le processus, une grande partie de notre nature a été refoulée dans l'ombre. Évidemment, nous dit Robert Greene,
Certaines personnes n'ont jamais appris à contrôler leurs pulsions sombres et finissent par les montrer dans la vraie vie. Donc là, on parle des criminels. Mais même les criminels se battent pour paraître affables et justifier leur comportement. La plupart d'entre nous finissent par devenir des animaux sociaux positifs, mais cela a un prix. On finit sans l'intensité qu'on avait enfant, sans la panoplie complète d'émotions et même sans la créativité issue de cette énergie débridée. On aspire secrètement à la retrouver. On est attiré par ce qui est interdit, sexuellement ou socialement. On a recours à l'alcool, à la drogue ou autres stimulants parce qu'on a l'impression que nos sens sont engourdis, que notre esprit est trop restreint par les conventions. Si on accumule de la souffrance et de la rancœur, on cherche à les dissimuler des autres et notre ombre s'apaissit. Si on réussit dans la vie, on devient accro à l'attention positive. Et pendant les inévitables mauvais moments, quand la drogue de cette attention particulière s'atténue, l'ombre s'active. Cacher ce côté sombre requiert beaucoup d'énergie. Cela peut être fatigant de toujours montrer un visage bon et confiant. Alors l'ombre veut libérer de la pression et se réactiver. Comme l'a dit un jour le poète Horace, chassez le naturel, il y reviendra au galop. Vous devez être capable de reconnaître ces moments de relâchement chez les autres et de les interpréter, de voir les contours de l'ombre qui fait surface. Voici des signes les plus courants de ce relâchement. Le comportement contradictoire, d'une part. Robert Greene nous dit que c'est le signe le plus éloquent de tous. Il s'agit d'actes en contradiction avec la façade savamment construite par les gens. Par exemple, une personne qui prêche la bonne moralité et qui est soudain prise dans une situation compromettante. L'individu qui joue au dur et qui fait preuve d'insécurité et d'hystérie au mauvais moment. La personne qui prône l'amour et les relations libres et qui devient soudain dominatrice et autoritaire. Cet étrange comportement contradictoire est l'expression directe de l'ombre. Nous avons ensuite les éclats d'émotion. Un individu perd soudain son sang-froid habituel et exprime de vieilles rancunes ou dit quelque chose de dur et blessant. Après un tel éclat, il peut accuser le stress ou dire qu'il ne le pensait pas, alors qu'il s'agit de l'inverse. L'ombre a parlé. Prenez ce que cet individu a déclaré au pied de la lettre. À un moindre niveau, les gens peuvent soudain devenir inhabituellement sensibles ou susceptibles. Certaines de leurs peurs et insécurités profondes de l'enfance refont surface de façon inattendue et cela les rend hyper alertes à toute offensive possible, prêts à éclater. Nous avons également le déni véhément. Robert Greene nous dit que selon Freud, le seul moyen pour que quelque chose de désagréable ou d'inconfortable dans notre inconscient atteigne le conscient, c'est par le déni actif. On exprime l'inverse de ce qui est profondément enfui. Cela pourrait être un individu qui fulmine contre l'homosexualité alors qu'en réalité, il ressent l'inverse. Il faut interpréter ces dénis comme des expressions positives des désirs de l'ombre, le comportement accidentel. Par exemple, les gens affirment renoncer à une addiction, ne plus travailler autant, mettre un terme à une relation autodestructrice. Ils tombent ensuite dans le comportement qu'ils ont dit vouloir éviter, accusant une maladie incontrôlable ou une dépendance. Cela soulage leur conscience d'avoir cédé à leur côté obscur. Ils n'y peuvent rien, tout simplement. Ignorez leur justification et voyez leur ombre qui opère. Rappelez-vous également que, quand les gens sont ivres, ils ont un comportement différent. Souvent ce n'est pas l'alcool qui parle, mais leur ombre. Nous avons ensuite la suridéalisation. C'est l'une des meilleures cachettes de l'ombre. Admettons qu'on croit à une cause, comme l'importance de la transparence de nos actes, notamment en matière de politique, ou qu'on admire et qu'on suive le chef d'une telle cause, ou qu'on décrète qu'un nouveau type d'investissement financier, des titres garantis par une hypothèque par exemple, représente le moyen le plus sophistiqué de devenir riche. Dans de telles situations, on dépasse de loin le simple enthousiasme. On a de puissantes convictions. On fait abstraction des défauts, des contradictions ou des inconvénients éventuels. On voit tout en noir et blanc. La cause est morale, moderne et progressiste. L'inverse, y compris les sceptiques, représente le mal et est réactionnaire. Nous nous sentons désormais autorisés à tout faire pour la cause, mentir, tricher, manipuler, espionner, falsifier des données scientifiques, nous venger. Tout ce que fait le chef est justifié. Pour ce qui concerne l'investissement, nous nous sentons légitimés en prenant ce qui autrement serait considéré comme un risque énorme, car cette fois l'outil financier est différent, innovant et non contraint aux règles d'usage. Nous pouvons être gourmands, à souhait sans avoir à nous inquiéter des conséquences. Nous avons tendance à être aveuglés par la puissance des convictions des gens et à interpréter un comportement excessif comme simple excès de zèle. Mais il faudrait le voir différemment. En idéalisant trop une cause, une personne, un objet, les gens laissent libre cours à leur ombre. C'est leur motivation inconsciente. Les manœuvres d'intimidation, les manipulations, l'avidité qui découle de la cause ou du produit doivent être prises en tant que telles. Toute conviction excessivement forte fournit une simple couverture pour que les émotions réprimées sortent. D'ailleurs, lors d'une dispute, les gens utiliseront leurs convictions puissantes comme moyen de masquer leur désir d'intimidation. Ils débitent des anecdotes et statistiques, il est toujours très facile d'en trouver, pour étayer leur cas. Puis ils insultent ou contestent notre intégrité. Il s'agit simplement d'un échange de points de vue, selon eux.
Méfiez-vous de leur ton intimidant et ne vous y laissez jamais prendre. Les intellectuels sont plus subtils. Ils vont vous dominer avec un langage obscur et des idées que nous ne pouvons pas décoder. Nous nous sentons inférieurs à cause de notre ignorance. Dans tous les cas, considérez ce comportement comme une agressivité refoulée, cherchant une issue pour se libérer. Nous avons ensuite la projection. C'est de loin la façon la plus courante de gérer notre ombre, car elle offre une libération quasi quotidienne. Il nous est impossible d'avouer certains de nos désirs, que ce soit le sexe, l'argent, le pouvoir, la supériorité dans certains domaines, etc. Alors nous projetons ces désirs sur les autres. Parfois, nous imaginons et projetons simplement ces qualités à partir de rien du tout, afin de juger ou condamner les gens. Dans d'autres cas, nous trouvons des personnes qui expriment ces désirs tabous sous une forme ou une autre et nous les exagérons afin de justifier notre antipathie ou notre haine. Par exemple, lors d'un conflit, nous accusons quelqu'un d'avoir des désirs d'autorité. En réalité, cette personne ne fait que se défendre. C'est nous qui avons secrètement envie de dominer. Mais nous voyons d'abord les choses sous l'autre angle, pour passer nos désirs refoulés sous la forme d'un jugement et justifier notre propre réponse autoritaire. Admettons que nous ayons réprimé très tôt des pulsions spontanées et affirmé si naturelles chez l'enfant. Inconsciemment, nous voudrions retrouver ces qualités, mais nous n'arrivons pas à dépasser nos tabous intérieurs. Nous cherchons alors ceux qui sont moins inhibés, plus confiants et ouverts par rapport à leur ambition. Nous exagérons ces tendances. Nous pouvons alors les mépriser et en pensant à eux, nous pouvons évacuer ce que nous ne pouvons pas nous avouer ou admettre sur nous-mêmes. Le grand compositeur allemand du 19e siècle, Richard Wagner, exprimait fréquemment des sentiments antisémites. Il accusait les juifs de gâcher la musique occidentale avec leur goût électrique, leur sentimentalisme et leur reprochait de préférer la prouesse technique. Il aspirait à une musique allemande plus pure, ce qu'il savait composer. La plupart de ses griefs contre les juifs à propos de la musique étaient fantaisistes. Pourtant, étrangement, Wagner possédait de nombreuses qualités, les mêmes qui semblaient détester chez les juifs. Ses goûts étaient assez électriques, il versait aussi dans le sentimentalisme. Il travaillait avec de nombreux pianistes et chefs d'orchestre juifs, notamment en raison de leur technicité. N'oubliez pas que derrière toute haine véhémente se cache souvent une jalousie secrète, généralement difficile à accepter envers une personne ou un peuple. Ce n'est qu'à travers cette haine qu'elle peut être libérée de l'inconscient sous une forme ou une autre. Agissez en détective lorsqu'il s'agit de percer l'ombre d'un individu. Par les différents signaux que vous apercevez, vous pouvez définir les contours de ses pulsions et désirs refoulés. Robert Greene nous dit qu'ainsi, vous pourrez anticiper tout relâchement et comportement étrange de l'ombre. De tels comportements ne se produisent pas qu'une seule fois, ils surgiront dans différents domaines. Si par exemple vous décelez des tendances d'intimidation chez une personne par sa façon de se disputer, vous les constaterez aussi lors d'autres occasions. On peut penser que la notion d'ombre est désuète. Après tout, nous vivons dans un monde bien plus rationnel, dans une culture beaucoup plus scientifique. On pourrait dire que les gens n'ont jamais été aussi transparents et n'ont jamais eu autant conscience d'eux-mêmes. Nous sommes beaucoup moins réprimés que nos aïeux qui devaient composer avec la pression de la religion. Mais la vérité pourrait être tout à fait différente. À bien des égards, nous n'avons jamais été autant divisés en notre conscience, notre moi social et notre ombre inconsciente. Notre culture applique les codes de bienséance que nous devons respecter sous peine d'être humiliés sur les réseaux sociaux, comme c'est si fréquent aujourd'hui. Nous sommes censés nous montrer à la hauteur des idéaux d'abnégation, ce qui est impossible pour nous parce que nous ne sommes pas des anges. Tout cela refoule plus profondément encore la part d'ombre de notre caractère. Cela se traduit par notre attirance inavouée mais profonde pour le côté sombre de notre culture. On s'extasie devant des films dans lesquels les personnages machiavéliques manipulent, trompent et dominent leur entourage. On se repaît d'histoires sur les frasques des célébrités et l'humiliation qui s'ensuit. Les tueurs en série et leurs leaders de culte diabolique nous fascinent. Pour ces films et ces informations, nous pouvons toujours jouer les moralisateurs et affirmer combien nous méprisons ces méchants. Mais en vérité, la culture nous fournit un continu ce genre de personnages parce que nous avons un appétit insatiable pour les expressions du côté sombre. Et cela nous permet de relâcher un peu la pression que nous ressentons à devoir jouer les petits anges bien élevés. Quoi qu'il en soit, ce sont des formes inoffensives de relâchement. Mais il en existe de plus dangereuses, notamment dans le monde de la politique. Nous sommes de plus en plus attirés par des leaders qui expriment ce côté obscur, l'hostilité et la rancœur que nous ressentons tous en secret. Ils disent des choses qu'ils n'oseraient jamais dire. Protégés par un groupe et rattachés à une cause, nous avons le droit de projeter et de faire passer notre mauvaise humeur sur divers boucs émissaires. En idéalisant le leader et la cause, nous sommes désormais libres d'agir d'une façon que l'on ne se permettrait pas individuellement. Ces démagogues aiment exagérer les menaces qui nous font face, colorant tout en noir et blanc. Ils ravivent leurs craintes, les insécurités et les désirs de vengeance qui ont été refoulés, mais qui peuvent exploser à tout moment dans le cadre du groupe. Plus on ressent cette répression et cette tension intérieure, plus on trouvera des leaders de ce genre.
L'écrivain, Robert Louis Stevenson, a illustré cette dynamique dans son roman L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Le personnage principal est un médecin scientifique, respecté et aisé aux bonnes manières, comme le veulent les critères actuels de notre société. Il élabore un breuvage qui le transforme en Mr Hyde, l'incarnation de son ombre, qui va tuer, violer et s'adonner aux plaisirs sensuels les plus fous. D'après Stevenson, plus nous sommes civilisés et de bonne moralité en apparence, plus notre ombre est potentiellement dangereuse, ce que nous nions avec véhémence. Comme le décrit le personnage de Dr Jekyll, mon démon avait longtemps été en cage. Il sortit rugissant. La solution n'est pas davantage de répression et de correction. On ne peut pas changer la nature humaine par de la gentillesse forcée. La menace des coups de fourche ne fonctionne pas. La solution n'est pas non plus de chercher la libération de notre ombre au sein d'un groupe violent et dangereux. La réponse est de voir notre ombre en action et d'en prendre davantage conscience. Il est difficile de projeter sur les autres notre propre pulsion secrète et de trop idéaliser une cause une fois qu'on a conscience du mécanisme qui opère en nous. En nous connaissant nous-mêmes, nous pouvons trouver un moyen d'intégrer notre part sombre dans notre conscient de façon productive et créatrice. Ainsi, nous devenons plus authentiques, plus complets, en exploitant au maximum les énergies que nous possédons tous naturellement. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt.